Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup au lycée pour l'organisation de cette conférence. Merci à Frédéric Buck et au projet I'm Not a Refugee pour avoir monté l'affaire d'aujourd'hui. Et merci au ministre Hasselborn pour sa présence ce matin. Alors, ce que je vais essayer de montrer dans cette conférence, je vais parler pendant à peu près 3/4 d'heure, comme ça on aura du temps ensemble pour discuter, pour que vous puissiez poser vos questions. C'est d'essayer, au fond, de comprendre pourquoi nous avons autant de mal dans nos sociétés, en Europe, à avoir des politiques d'asile et d'immigration qui soient respectueuses des droits humains, et au fond pourquoi cette crise qu'on a appelée la crise des réfugiés est aussi et avant tout une crise de courage politique et une crise de notre identité en tant que société d'accueil et en tant qu'Europe multiculturelle. Et donc, on va parler bien entendu de la question des réfugiés, mais plus globalement, je voudrais qu'on parle aussi de notre rapport aux frontières et de la manière dont nos sociétés se définissent en tant que société multiculturelle. Pour commencer, le point de départ, qui n'est pas le point de départ de nos difficultés à gérer l'immigration, mais en tout cas qui a attiré l'attention de beaucoup et qui a provoqué une crise politique majeure au niveau européen, c'est évidemment la guerre en Syrie. La Syrie, c'est un pays de 22 millions d'habitants, qui est maintenant en guerre depuis 6 ans. Je ne veux pas revenir sur les causes et sur l'origine de la guerre, mais comme vous le voyez à peu près tous les jours à la télévision, les Syriens sont dans une situation insupportable. Et donc on estime qu'à peu près les 2/3 de la population syrienne, c'est-à-dire à peu près 14 ou 15 millions d'habitants, ont été déplacés. La plupart de ceux qui ont été déplacés par le conflit syrien, ils sont en Syrie. Vu d'Europe, on a parfois l'impression que la plupart des réfugiés syriens sont venus en Europe, alors qu'en réalité c'est une toute petite minorité des réfugiés syriens qui sont venus en Europe. La grande majorité de ceux qui ont été déplacés par le conflit, ils sont toujours en Syrie. Et puis il y en a à peu près 5 millions qui ont réussi à s'extraire de leur pays, qui avaient suffisamment d'argent que pour payer un passeur qui les a aidés à franchir la frontière vers un pays voisin. Et alors ils sont essentiellement en Jordanie, au Liban. Le Liban, c'est un tout petit pays où à peu près 1 personne sur 4 est un réfugié. Et puis, bien entendu, ils sont en Turquie. Aujourd'hui, c'est la Turquie qui est le pays du monde qui accueille le plus de réfugiés, avec à peu près 3 millions de réfugiés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ceux qui sont partis se réfugier en Turquie, en Liban ou en Jordanie, pensaient au départ partir pour quelques semaines, ou pour quelques mois tout au plus. Ils avaient vu ce qui s'était passé en Égypte, ils avaient vu ce qui s'était passé en Tunisie, et donc ils pensaient qu'il y aurait une solution et qu'ils espéraient un régime démocratique le temps que la révolution se termine. Aucun d'entre eux n'imaginait que ce conflit allait durer des années et des années. Et le résultat, bien entendu, c'est que lorsqu'ils sont en Turquie, au Liban ou en Jordanie, ils sont dans des camps ou dans des bidonvilles à la frontière des villes. C'est pas pour jeter la pierre sur la Turquie, sur la Jordanie ou sur le Liban. Ce sont des pays qui font, je pense, un peu le maximum déjà. Mais toujours est-il que beaucoup d'entre eux, en voyant qu'ils n'allaient pas pouvoir revenir en Syrie, en voyant qu'il n'y avait pas de solution au conflit, ont simplement refusé l'idée que leur vie s'arrête dans un camp de réfugiés en Turquie, au Liban ou en Jordanie. Parce que c'est des gens qui avaient un métier, c'est des gens qui poursuivaient des études, et d'un coup ils se sont dit non, ma vie ne peut pas s'arrêter ici. Et ceux qui avaient suffisamment d'économies ont rassemblé leur argent, ont rassemblé leur courage, et ont décidé de payer un passeur pour essayer d'arriver en Europe. Et c'est comme ça qu'à peu près 1 million d'entre eux sont arrivés en Europe, une partie au Luxembourg, et comme vous le savez, les 2 pays européens qui ont accueilli le plus de réfugiés syriens, c'est l'Allemagne et la Suède. Ça leur a coûté évidemment une fortune. La traversée de la Méditerranée, ça coûtait plusieurs milliers d'euros.
Et c'est aussi très dangereux, vous vous souviendrez tous de ces images de noyades, de bateaux qui chavirent, et évidemment l'image du petit Aylan Kurdi qui en a trouvé échoué sur une plage d'Izmir en Turquie. Et alors la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que ces gens sont venus en bateau? Pourquoi est-ce que ces réfugiés ont pris ces risques insensés? Pourquoi est-ce qu'ils ont dépensé des fortunes aux passeurs, qui sont souvent des réseaux criminels, pour venir en Europe? La réponse, c'est qu'ils sont venus en Europe en bateau parce qu'ils ne pouvaient pas venir en avion. Parce que pour venir en avion, vous avez besoin d'un visa. La compagnie aérienne va vérifier au moment où vous embarquez que vous avez un visa pour le pays de destination. Et ça, les Syriens ne l'avaient pas. C'est quelque chose dont on ne se rend pas compte quand on a un passeport européen. Avec un passeport luxembourgeois, vous pouvez aller sans visa dans à peu près 155 pays. Ça veut dire que dans la plupart des pays où vous partirez en vacances, où vous partirez pour le travail, vous n'aurez jamais besoin de demander un visa. Quand vous êtes Syrien, ou quand vous êtes Afghan, ou quand vous êtes Irakien, ou Somalien, vous avez besoin d'un visa pour aller à peu près partout. Et sans ce visa, vous ne pouvez pas embarquer à bord des avions. Et donc il y a une très grande injustice qui fait qu'avec un passeport européen, ou américain, ou japonais, vous pouvez aller à peu près partout dans le monde sans jamais avoir besoin de demander un visa. Mais si vous venez d'un pays du Sud, si vous venez d'un pays africain ou asiatique, vous aurez besoin d'un visa pour aller à peu près partout. Et comme ils n'avaient pas de visa, et comme ils refusaient que leur vie s'arrête dans un camp de réfugiés, eh bien pour eux, le seul moyen de reprendre une vie normale, de reprendre des études, de reprendre leur carrière, c'était de franchir la frontière de l'Europe illégalement. Ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Et ce ne sont pas les seuls à l'avoir fait. Le paradoxe, c'est que ça fait au moins 20 ans que ça dure, et que l'Europe est aujourd'hui devenue la destination du monde la plus dangereuse pour les migrants et pour les réfugiés. Vous voyez que entre 1993 et 2015, il y a plus de 30 000 migrants et réfugiés qui se sont noyés. L'année 2016 a été l'année de tous les records, avec plus de 5 000 morts. C'est-à-dire qu'au cours de l'année 2016, parmi ceux qui tentaient la traversée vers l'Europe, il y a une personne sur 79 qui est morte. Et cette année, en 2017, la semaine dernière, on vient déjà de franchir le cap des 1000 noyés en Méditerranée, et donc on est manifestement sur la même tendance en 2017. Ça veut dire que quand on croit, ou quand on dit que maintenant la crise des réfugiés ou que la crise des migrants est derrière nous, pas du tout. Il y a aujourd'hui davantage de migrants et de réfugiés qui se noient qu'en 2015 ou qu'en 2014. Pourquoi est-ce que l'Europe est devenue si dangereuse? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui trouvent la mort en cherchant l'Europe? Parce que l'Europe a décidé, depuis le milieu des années 80, de fermer ses frontières extérieures. L'Europe s'est construite autour d'une sorte de paradoxe, c'est qu'on a ouvert les frontières à l'intérieur du continent, mais qu'en même temps qu'on ouvrait les frontières à l'intérieur du continent, on fermait les frontières extérieures de l'Europe. Et ça fait au moins 20 ou 25 ans que l'Union européenne cherche désespérément à avoir une politique commune en matière d'asile et d'immigration, et ça fait 20 ou 25 ans que les gouvernements européens refusent à peu près systématiquement toutes les propositions que fait la Commission européenne pour avancer sur ce dossier, parce qu'ils le voient comme un élément essentiel de leur souveraineté. Ils disent qu'il faut que nous puissions contrôler qui va et qui vient sur notre territoire. Et donc, paradoxalement, le seul point sur lequel ils parviennent à s'accorder aujourd'hui, c'est sur la fermeture des frontières extérieures de l'Union européenne.
parfois dire, et vous avez toute une série de politiciens populistes, notamment maintenant, si vous suivez un peu les élections présidentielles françaises, qui vont dire les frontières extérieures de l'Union européenne, c'est une passoire, il faut renforcer les frontières, il faut fermer les frontières. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la frontière extérieure de l'Union européenne, c'est aujourd'hui une des frontières les plus fermées au monde. C'est parce que cette frontière est à ce point fermée qu'il y a autant de gens qui meurent, parce que les gens sont obligés de prendre tous les risques pour franchir cette frontière. Je vous montre juste un exemple. Ça, c'est une photo qu'a prise il y a quelques semaines la police espagnole. C'est un migrant africain qui a tenté le trajet dans le moteur d'une voiture. Il est arrivé vivant, c'est pour ça que je montre la photo, mais vous imaginez les risques incroyables que c'est de tenter de venir depuis l'Afrique jusqu'en Espagne, caché dans le moteur d'une voiture. Le problème, c'est que plus on va fermer la frontière extérieure de l'Union européenne, plus on va forcer les gens à prendre tous les risques et à dépenser des fortunes pour franchir cette frontière. Et donc le paradoxe aujourd'hui, c'est que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut lutter contre les passeurs, que les passeurs sont très souvent des réseaux criminels qui vont exploiter la misère des migrants et des réfugiés et qui vont leur faire payer des prix incroyables pour traverser. Gute Morgen, liebe Schüler, Schülerinnen und Profen. Wir sind Schülerinnen aus der 14. ED02 und wir wollen euch daran erinnern, dass heute unser Projekt Relaxation als LTPAS stattfindet. Und wir uns interessiert sind, fährt nicht leicht zu kommen. Relaxation fängt damit um halber Zoo am Schulsamt und anstatt am Psychomotoriksaal. Die sind alle herzlich willkommen. Bis zum Mittag. Elle est d'accord avec moi. Et donc, ce que je disais, c'est que le fait de vouloir lutter contre les passeurs, qui est évidemment impératif aujourd'hui, le problème c'est qu'on le fait et qu'on s'imagine qu'on va lutter contre les passeurs en fermant encore davantage les frontières et en coupant les routes migratoires. Alors qu'en réalité, plus vous allez fermer les frontières, plus vous allez faire le business des passeurs. Parce que c'est la frontière fermée qui crée, bien entendu, le business des passeurs. Les passeurs savent très bien que les migrants et les réfugiés ont absolument besoin de franchir cette frontière. Et donc, plus la frontière est difficile à franchir, plus les migrants et les réfugiés ont besoin des services des passeurs. Et donc, quelque part, c'est l'Union européenne qui va aussi créer ce phénomène qu'elle prétend combattre. Plus on va refermer les frontières, plus on va les rendre difficiles à franchir, plus on va renforcer le business des passeurs. Et on est dans une situation totalement absurde. Depuis 2000, les gouvernements européens ont dépensé au moins 15 milliards d'euros pour fermer la frontière extérieure de l'Union européenne, pour surveiller la Méditerranée et pour contrôler leurs frontières. Et les migrants et les réfugiés, depuis la même année, ont dépensé environ 15 milliards d'euros aux passeurs pour franchir cette frontière. 13 milliards d'un côté et 15 milliards de l'autre, au total c'est 28 milliards d'euros qui ont été dépensés en pure perte pour essayer de fermer une frontière que les gens allaient de toute façon franchir. Et donc ces 28 milliards d'euros qui ont atterri dans la poche des industries de défense et de surveillance ou dans la poche des passeurs. Et comme l'Europe se trouve incapable d'avoir une stratégie commune en matière d'asile et d'immigration, le problème, c'est que la situation pourrit de plus en plus, que les noyades continuent, et qu'on peut dire que d'une certaine manière, ce sont aujourd'hui les passeurs qui font la politique migratoire de l'Union européenne. Ce sont les passeurs qui décident qui arrive, par quels moyens, à quel prix, dans quelles conditions et à quel endroit. Et donc, il y a un chaos qui s'est installé en Méditerranée et aux frontières de l'Union européenne, et c'est un chaos qui va diviser profondément nos sociétés et qui va aussi diviser l'Europe. Le ministre Hasselborn a évoqué tout à l'heure la réunion à laquelle il doit se rendre ce matin, qui est une réunion pour négocier les conditions de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. L'argument clé de la campagne du Brexit
vous le voyez, c'était la peur des migrants et des réfugiés. Le leader de la campagne du Brexit, Nigel Farage, a fait campagne en disant « Si nous restons dans l'Union européenne, regardez ce qui se passe en Syrie, regardez ce qui se passe en Afrique. Si nous restons dans l'Union européenne, nous allons devoir accueillir des milliers, sinon des millions de migrants et de réfugiés. » Ce chaos et les images et les drames que produit ce chaos divisent aujourd'hui profondément nos sociétés. Et ce n'est pas juste une figure de style. L'Europe est divisée, c'est-à-dire qu'il y a maintenant un pays membre qui va s'en aller largement à cause de cela. Ça divise aussi les gens à l'intérieur de nos sociétés. J'imagine que c'est une question dont vous avez parlé avec votre famille, avec vos amis. Il n'y a aucun sujet qui passionne autant les gens que cette question des migrations. Et les gens ont souvent des réactions totalement excessives, voire même extraordinairement choquantes. Il y a aujourd'hui, dans nos sociétés, une montée du racisme et de la xénophobie qu'on n'avait plus vue en Europe depuis très très longtemps et que peu de gens, je pense, imaginaient pouvoir voir ressurgir un jour. Je vous ai simplement montré cet exemple à l'écran. Vous vous souvenez peut-être de ce fait divers tragique lorsque 71 migrants avaient été retrouvés morts, étouffés dans un camion frigorifique à la frontière entre l'Autriche et la Slovaquie. C'est un fait divers absolument tragique. Imaginez la mort terrible de ces gens qui se sont vus mourir, étouffés les uns après les autres, coincés à l'intérieur du camion. Dans la région de Liège, d'où je viens, il y a un journal populaire qui s'appelle La Meuse, et donc La Meuse relate ce fait divers sur son site internet, et puis à la suite de l'article, les gens peuvent poster des commentaires. Et voilà les commentaires qu'ils ont postés. Michael Faniel, qui étudie au collège Don Bosco à Huy, a dit en riant, et ça ne sera pas les derniers. Cédric Fox, qui est militaire dans l'armée belge, il a dit, oh zut, d'un-on un peu ironique. Michel Felon, il a dit, triste, oui, si on veut, mais c'est peu. On parle de 71 morts, hein. François Hillard, qui habite à Bruxelles, il dit dans ton moqueur, oh, j'aurais bien aimé lire cette nouvelle au petit déjeuner. Florence Borne-Ferrier, qui est indépendante, elle fait une petite blague. Et elle dit dans un camion de saucisses en plus, haha. Patrick Mailly, il en rajoute une couche à la blague, et il dit oui, mais des saucisses à l'ail. Benoît Materne, qui est employé dans la commune de Fresnes, s'éclame génial, on attend les suivants. Eddie Kennis, qui est agent de sécurité à Lutosa, c'est une firme agricole qui traite des pommes de terre en Belgique, il dit c'est déjà ça. Dommage que le camion n'était pas plus grand. Il y aurait encore plus de morts. Et Robert Parfait, il conclut en disant qui va se plaindre. Il faut se rendre compte que c'est des commentaires qui sont postés sous un article factuel qui relate un fait divers absolument terrible. Et ce qu'on voit, c'est que chaque commentaire entraîne le suivant. Et que les commentaires s'enchaînent les uns après les autres, toujours un peu plus loin dans l'horreur. Et qu'on est, et je crois que c'est ici que les responsables politiques ont une responsabilité particulière, sur ce sujet qui exacerbe les peurs et les tensions, on voit que très souvent, le meilleur entraîne le meilleur et le pire entraîne le pire. À côté, le même jour, je vous ai mis la une du journal Bild, qui est aussi un journal populaire allemand, qui est aussi un tabloïd. Et Bild, il va faire un choix éditorial ce jour-là de lancer une grande campagne d'aide aux réfugiés, Wir helfen. Et vous voyez, comme vous parlez tous luxembourgeois, je n'ai pas besoin de vous traduire les titres en allemand, et vous voyez que Bild va lancer une grande campagne d'aide et d'accueil des réfugiés, tout en relatant, dans le coin inférieur droit de la couverture, le fait divers avec ces 71. Ce qui m'a beaucoup frappé, et j'ai eu l'occasion notamment de donner des conférences à Munich, qui était la ville qui est un peu en première ligne de l'accueil des réfugiés, avec des trains, avec des centaines de réfugiés qui arrivaient tous les jours, les gens de Munich parlaient de cette période comme du miracle de Munich. C'est-à-dire qu'il y avait un sentiment de grande fierté collective
par rapport à l'accueil que Munich avait pu réserver aux réfugiés. Et beaucoup de Munichois et de Munichoises s'étaient réalisés collectivement dans cet accueil des réfugiés, avaient découvert les ressources que pouvait fournir leur ville, et il y avait un sentiment d'immense fierté par rapport à ce que Munich avait pu réaliser. Et ce qui va entraîner cela, je crois, c'est avant tout une question de courage politique. Et dans les mots que les politiques vont employer, dans les mots que les médias vont choisir, cela va entraîner la réaction de la population. Et je dirais qu'un drame de la situation actuelle, et la raison pour laquelle c'est une crise aussi du courage politique, c'est que de plus en plus, par peur de l'opinion publique, nos gouvernements vont se placer à la remorque de l'opinion publique. Et c'est-à-dire vont essayer de supposer ce que les gens ont envie d'entendre et vont aller dans ce sens. Plutôt que d'essayer au contraire de façonner l'opinion publique et de la guider vers ce qu'ils pensent et croient être la réponse juste. Et quelque part, ça a été la grande leçon de courage qu'Angela Merkel a faite à l'Europe, c'est qu'elle a fait ce qu'elle pensait être juste et qu'elle a essayé de guider l'opinion plutôt que de la suivre. Et je pense qu'il faut se rendre compte de ce rôle essentiel et de la manière, on le voit très bien dans le déroulé des commentaires ici, de la manière dont le pire entraîne le pire. Et donc chacun des dérapages racistes, comme on dit, va entraîner un pas plus loin dans l'horreur, et c'est cela, je crois, qui explique aussi largement la montée du racisme et de la xénophobie dans la société, c'est que chacun se croit autorisé à aller un peu plus loin parce qu'il se sent légitimé par le précédent, a fortiori si ce précédent est un responsable politique. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Bon courage pour la réunion sur le Brexit. Merci. Alors la question qu'on peut se poser, et qu'il faut se poser, je crois, c'est pourquoi est-ce qu'on a ces réactions aussi violentes dans nos sociétés? Pourquoi est-ce que la question de l'immigration provoque des réactions aussi violentes? Pourquoi est-ce que nous sommes incapables de discuter rationnellement, sereinement, de ce qui est quand même un grand sujet de société? C'est un grand enjeu de société, mais nous ne parvenons pas aujourd'hui à discuter sereinement et rationnellement des politiques d'asile et d'immigration que nous voudrions. Un exemple de cela, c'est ces deux graphes que vous voyez au tableau. Sur le graphe de gauche, vous avez une enquête qui a été menée auprès d'entreprises dans différents pays de l'Union européenne et qui en gros leur demandait quels étaient leurs besoins de main-d'œuvre. Est-ce que ces entreprises parvenaient à recruter suffisamment de main-d'œuvre localement, ou est-ce qu'elles devaient avoir recours à de la main-d'œuvre étrangère? En Hongrie, 56% des entreprises ont déclaré qu'elles avaient du mal à trouver suffisamment de main-d'œuvre en Hongrie et qu'elles devaient donc recruter des travailleurs étrangers. Sur le graphique de droite, vous voyez l'évolution de la population dans les différents pays européens. Et le ministre Hasselborn a très justement dit que la population européenne était une population qui vieillissait terriblement. Là où elle vieillit le plus, c'est en Hongrie. Et donc, si on voulait avoir une discussion strictement rationnelle, qui ne s'embarrasse même pas de questions de valeur ou de principe, si on voulait se dire quel est le pays européen dont l'économie a le plus besoin de migrants, c'est la Hongrie. Quel est le pays européen dont la démographie a le plus besoin de migrants? C'est la Hongrie. Et quel est le pays européen qui veut le moins de migrants et de réfugiés, qui a fait des pieds et des mains pour n'accueillir surtout personne? C'est la Hongrie. Et donc, quelque part, la Hongrie se tire elle-même une balle dans le pied, parce qu'évidemment, les politiciens hongrois, ils connaissent ces chiffres, ils connaissent ces graphiques, ils savent que c'est dans l'intérêt économique ou démographique de la Hongrie d'accueillir des migrants et des réfugiés, mais pourtant, ils sont prêts à tout, y compris à passer pour les moutons noirs de l'Europe, pour n'accueillir personne.
Pourquoi est-ce qu'on marche sur la tête sur cette question? Il ne faut pas tourner autour du pot, c'est parce que on a énormément peur de l'islam. Et que la place de l'islam dans nos sociétés est quelque chose qui agite nos peurs et provoque des crises identitaires, pas depuis hier, depuis au moins 30 ans. Vous voyez, sur cette couverture du Figaro Magazine en France, on avait voilé un buste de Marianne, et la question que posait le magazine à l'époque, serons-nous encore français dans 30 ans? Octobre 1985. Vous n'étiez pas né. 30 ans plus tard, on y est, en octobre 2015, la réponse c'est oui. Et il y a énormément de fantasmes qui vont être projetés sur l'étranger, énormément de peur et de crainte, a fortiori si cet étranger est musulman. En 2014, le journal britannique The Guardian avait demandé aux populations de plusieurs pays industrialisés combien de la vie des gens il y avait de musulmans dans la population. En d'autres termes, dans chaque pays, on avait demandé aux gens, selon vous, sur 100 habitants de votre pays, il y en a combien qui sont de religion musulmane? Alors, on n'avait pas fait l'enquête au Luxembourg, mais si vous regardez les deux pays voisins, la France et la Belgique, vous voyez que ce sont les deux pays qui sont les champions du monde du plus grand écart entre la réalité et la perception de l'islam dans la société. Quand on demandait aux Français combien de musulmans il y avait selon eux sur 100 Français, ils répondaient qu'il y en avait 31. Les Belges pensaient qu'il y avait 29 musulmans sur 100 personnes. La réalité, c'est qu'en France, il y a 8% de musulmans, en Belgique 6%, mais il y a un différentiel de 23 points entre la manière dont les gens percevaient l'islam dans la société et la réalité de l'islam dans la société. Et vous voyez que même si la France et la Belgique sont championnes du monde, entre guillemets, vous voyez que dans tous les pays, la place de l'islam dans la société était toujours surreprésentée par rapport à sa réalité. Et donc, derrière, en réalité, derrière les peurs que nous allons projeter sur l'étranger, sur les réfugiés et sur les migrants, il y a aussi une crise de notre propre identité et une peur par rapport aux changements que les migrations peuvent entraîner dans nos sociétés. Et la manière dont nous allons essayer de répondre à cette peur, c'est en fermant les frontières, en nous claquemurant à l'intérieur de nous-mêmes, et si possible en rendant ces frontières le plus visibles possible, et donc en construisant des murs et des barrières. En 1989, lorsque le mur de Berlin est tombé, à peu près tout le monde, les dirigeants du monde entier, se sont promis la main sur le cœur que plus jamais on ne construirait de mur. Que plus jamais on ne construirait de murs pour séparer les peuples les uns des autres et qu'on allait abattre tous les murs qui existaient sur la planète. Bon, on a fait exactement le contraire. Depuis 1989, on n'a jamais construit autant de murs et autant de barrières frontalières dans le monde. Aujourd'hui, la construction de ces murs atteint un rythme quasiment effréné. Aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près 60 pays qui possèdent un mur ou une barrière à une de leurs frontières. Ça veut dire qu'un pays sur 3 dans le monde, à peu près, a construit un mur ou une barrière de sécurité à sa frontière. Alors, il y a ceux qu'on connaît et dont on parle beaucoup, celui entre le Mexique et les États-Unis, celui entre la Serbie et la Hongrie, et puis il y a ceux dont on ne parle quasiment jamais. Celui entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, par exemple.
Pourquoi ce mur? Parce qu'il y a des migrants qui viennent de la Corne de l'Afrique, qui traversent le Golfe et qui arrivent au Yémen. Et pour dire les choses brutalement et crûment, les Saoudiens ne veulent surtout pas de noirs chez eux, et donc ils ont construit un mur pour être sûrs que ces migrants africains restent bien au Yémen. Il y a aussi celui qui est à la frontière entre l'Inde et le Bangladesh. Une double clôture de fer barbelé, longue de 3700 km, c'est la plus longue du monde, avec des miradors où les militaires ont l'autorisation de tirer à vue sur les migrants qui tentent de franchir la clôture. L'Inde vient récemment de terminer cette clôture de sécurité parce que le Bangladesh, c'est un pays de 165 millions d'habitants, grand comme un quart de la France, et dont à peu près la moitié du territoire se trouve sous le niveau de la mer. Et le Bangladesh est quasiment complètement enclavé à l'intérieur de l'Inde. Et comme le niveau de l'eau monte à cause du changement climatique, l'Inde a très peur que les Bangladais qui se trouveraient sur un territoire inondé ne cherchent à franchir la frontière et à migrer vers l'Inde. Et comme l'Inde veut absolument éviter cela, pour se prémunir de ces futures migrations climatiques, elle a fait cette double clôture de sécurité. Le problème de ces murs et de ces barrières, c'est qu'elles n'ont pas du tout pour effet d'empêcher ou de ralentir les flux migratoires. C'est jamais parce qu'une frontière sera fermée ou parce qu'il y aura un mur que les gens cesseront de venir. Et croire que c'est en fermant ou en ouvrant une frontière qu'on va faire venir ou faire rentrer les gens, c'est méconnaître profondément les raisons qui poussent les gens à partir et le fait que, pour beaucoup de gens, leur migration est une condition de leur survie. Et donc les gens ne vont pas arrêter de migrer simplement parce qu'une frontière sera fermée. Et de la même manière, la migration est un projet tellement lourd, vous quittez votre famille, vous quittez votre terre natale, c'est toujours un processus qui est très douloureux, les gens ne vont pas le faire simplement parce qu'une frontière aura été ouverte. Mais par contre, l'effet de fermer les frontières, c'est que ça rend l'immigration beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus coûteuse, et donc beaucoup plus meurtrière également. Les murs, en réalité, c'est essentiellement un signal qu'on envoie à la population qui est à l'intérieur du mur. Une sorte d'illusion de la protection où on dit « rassurez-vous, nous allons construire ce mur pour nous protéger de l'extérieur, pour marquer la frontière entre ce qu'on va définir comme nous et ce qu'on va définir comme eux, ceux qui sont de l'autre côté de la frontière. » Et donc, si nous sommes tellement obsédés par cette idée de frontière, c'est parce que nous sommes convaincus que les frontières, ça va être l'instrument pour réguler les migrations. C'est complètement absurde d'imaginer que les gens vont venir ou vont rester parce qu'une frontière est ouverte ou fermée. C'est imaginer que les migrants et les réfugiés sont des sortes d'objets inanimés et que de la même manière que vous ouvrez ou vous fermez un robinet et que l'eau va et vient, les migrants ne fonctionnent pas comme des objets qui se déplacent comme ça sur le terrain. Et donc, toutes les expériences qu'on a fait d'ouvrir ou de fermer les frontières montrent parfaitement que ça n'a pas d'effet sur les migrations. Quand on a ouvert les frontières intérieures de l'Union européenne avec les accords de Schengen, au Luxembourg vous en savez quelque chose, il n'y a pas eu d'un coup des mouvements migratoires massifs à l'intérieur de l'Union européenne. Les gens n'ont pas quitté les pays du sud de l'Europe pour migrer vers le nord, alors que les pays du sud étaient beaucoup plus pauvres que les pays du nord de l'Europe. Et quand les pays d'Europe centrale et orientale ont rejoint l'espace Schengen, il n'y a pas eu non plus de migration massive de l'Est vers l'Ouest. Un exemple que je donne toujours, c'est de dire que la Roumanie, c'est un pays qui est 6 fois plus pauvre que la Suède. C'est-à-dire le même différentiel
de richesse que celui qu'on a entre des pays d'Europe et des pays d'Afrique. Mais pour autant, quand on ouvre la frontière, il n'y a pas eu d'exode massif de Bucarest vers Stockholm. Et à l'inverse, l'Union européenne est aujourd'hui confrontée à une arrivée très importante de migrants et de réfugiés, alors que sa frontière extérieure n'a jamais été aussi fermée. Pareil pour le mur entre le Mexique et les États-Unis. Ça fait plusieurs années que ce mur a été construit. Ça n'a aucun effet sur l'immigration du Mexique vers les États-Unis. D'ailleurs, pour le moment, il y a plus de migrants qui vont des États-Unis vers le Mexique que du Mexique vers les États-Unis. Parce que ce qui détermine les migrations entre le Mexique et les États-Unis, c'est l'état de l'économie dans les deux pays. Le mur n'a aucun effet. Le seul effet du mur, c'est de faire mourir les migrants et de rendre leur migration beaucoup plus dangereuse. Parce que, en réalité, la migration, c'est un luxe qui est réservé à une très petite partie de la population. On a l'impression que l'immigration explose, alors qu'en réalité, c'est parce qu'on la voit par le petit bout de notre lorgnette. Si on regarde les chiffres globaux à l'échelle mondiale, on constate que le nombre de migrants internationaux dans la population mondiale n'augmente pas depuis les années 60. C'est 3% de la population mondiale à peu près. Il y a aujourd'hui à peu près 240 millions de personnes dans le monde qui sont des migrants internationaux, c'est-à-dire des gens qui n'habitent pas à l'intérieur du pays où ils sont. Ça veut dire que la migration internationale, elle est inaccessible à la très grande majorité de la population mondiale. C'est une toute petite minorité dont nous parlons. Et les réfugiés constituent encore une bien plus petite minorité, puisqu'on parle ici des gens qui sont déplacés de chez eux à cause de guerre ou de persécution. On parle d'à peu près 20 millions de personnes. De la même manière, on a souvent l'impression aussi que la plupart des migrations internationales sont des migrations du sud vers le nord, que ce sont des gens qui viennent d'Afrique et qui migrent vers l'Europe. La réalité, c'est que la plupart des migrations internationales, 35% d'entre elles, sont des migrations d'un pays du sud vers un autre pays du sud. Et que les migrations du sud vers le nord arrivent derrière ça, avec à peu près 30% des flux mondiaux. Et les 35% qui restent se répartissent entre les migrations du nord vers le nord, c'est-à-dire d'un pays industrialisé vers un autre pays industrialisé, ou des migrations du nord vers le sud. Il y a de plus en plus de jeunes Européens aujourd'hui qui migrent dans les pays du sud. Parce qu'ils sont touchés par le chômage, par la crise économique. Et par exemple, il y a aujourd'hui davantage de Portugais qui migrent en Angola que d'Angolais qui migrent au Portugal. Parce que l'Angola est une ancienne colonie portugaise, que le Portugal est touché par la crise économique et que beaucoup de jeunes Portugais pensent qu'ils auront un meilleur travail, un meilleur salaire s'ils migrent en Angola. Et donc l'Angola, il y a 10 ans, on n'aurait pas cru qu'il y aurait une immigration massive du Portugal vers l'Angola. Ces barrières et ces murs, ils ne fonctionnent pas pour réguler les migrations. Ce n'est pas comme ça qu'on va avoir un effet sur les migrations. Je prends l'exemple du mur entre le Mexique et les États-Unis. Depuis sa construction, il y a eu plus de 9000 tentatives de le franchir. Et donc, la question, est-ce que ce mur fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas d'effet sur les migrations, mais par contre, ça a un effet très fort pour les politiques populistes et les hommes et les femmes politiques d'extrême droite vont utiliser cette idée des murs et des barrières et vont convaincre les gens
qu'ils vont arrêter l'immigration grâce à ces murs et à ces barrières. Aux États-Unis, Donald Trump a été élu largement sur la promesse de construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Ce mur existe déjà. Mais les gens s'en fichent. Les gens vont voter pour Donald Trump simplement parce qu'il va promettre la construction de ce mur, peu importe que le mur existe déjà, peu importe de savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Ce qui va déterminer essentiellement les possibilités de migrer, ce ne sont pas les frontières, mais c'est essentiellement le coût de la migration. Et la migration va représenter un coût considérable. Et paradoxalement, plus les pays vont se développer, plus ils vont envoyer de migrants, parce que la migration va devenir accessible à une partie plus grande de la population. Regardez combien ça coûte. Vous avez ici les coûts de certaines migrations d'un pays vers un autre rapportés en année de salaire du pays d'origine. Par exemple, pour migrer du Vietnam au Japon, ça coûte à peu près l'équivalent de 6 ans et 5 mois de salaire au Vietnam. Pour migrer du Bangladesh vers l'Arabie Saoudite, ça coûte l'équivalent de 5 ans et 2 mois de salaire. De la Chine vers l'Australie, 3 ans et 10 mois de salaire. Ça coûte une fortune de migrer, et donc la migration n'est souvent accessible qu'à ceux qui auront suffisamment d'économies, ou qu'à ceux qui vont décider d'investir dans la migration, qui va devenir un projet économique pour ceux qui veulent partir. Et c'est ça, bien entendu, qui va déterminer la migration, et c'est ça qui va faire aussi de la migration un besoin absolument impérieux pour ceux qu'on appelle les migrants économiques. Ce sont en réalité des migrants qui vont porter le projet de toute leur famille ou de toute leur communauté qui se sera généralement cotisée pendant plusieurs années pour leur permettre de migrer. Et donc, si on veut essayer d'avoir une vue globale des migrations, voilà la manière dont on peut se la représenter. On voit que tous les continents, que tous les pays font l'expérience de la migration, dans des sens très différenciés. Mais notre problème, c'est que nous voyons toujours l'immigration par rapport à nous-mêmes, y compris dans les mots que nous utilisons. Un étranger qui viendra s'installer au Luxembourg, ça sera un immigré. Par contre, si vous, plus tard, vous allez vous installer à l'étranger, on dira que vous êtes un expatrié. In et ex, on rapporte la migration par rapport à nous-mêmes. Et donc, nous persistons aujourd'hui à marquer cette frontière entre le nous et le eux. Et c'est pour ça qu'on parle toujours des réfugiés ou des migrants au pluriel, comme s'ils étaient un groupe constitué, pour refuser, parce que c'est une manière de refuser de voir l'individu que constitue chacun des migrants ou chacun des réfugiés. Et donc on va les transformer en une sorte de catégorie de la population qui est une manière de dire « ils sont différents de nous ». Et je crois que le grand défi aujourd'hui de nos sociétés européennes, c'est de sortir de ce débat stérile pour savoir si l'immigration est une bonne ou une mauvaise chose, d'accepter que c'est un fait social. Je n'en reviens pas du nombre de débats auxquels je continue d'être invité, qui sont intitulés « Est-ce que l'immigration est une chance ou un fardeau? Une opportunité ou un poids ?» Quand j'avais votre âge, Internet commençait à arriver. Et donc je me souviens qu'au lycée, on était tous très excités par l'arrivée d'Internet. On se rendait compte qu'il y avait une technologie formidable, qu'elle allait tout changer. Et nos professeurs, logiquement, étaient un peu plus anxieux et appréhendaient un peu les changements et les transformations qu'allait apporter Internet, et notamment les transformations qu'allait apporter Internet à l'école. Et je me souviens qu'on organisait de grands débats avec des spécialistes d'Internet qui s'appelaient « Est-ce qu'Internet est une chance ou un risque? Est-ce qu'Internet est une opportunité formidable ou un terrible danger ?» Aujourd'hui, on est 20 ans plus tard, et on a tous intégré le fait qu'Internet avait complètement transformé nos vies,
transformé la manière dont on apprenait, la manière dont on lisait, la manière dont on rencontrait les gens, la manière dont on communiquait. On a intégré le fait qu'Internet offrait un nombre incroyable d'opportunités, qu'il y avait aussi certains dangers par rapport au cyberterrorisme, par rapport au respect de la vie privée, par rapport au harcèlement en ligne. Mais il ne viendrait plus à l'idée de personne d'organiser un débat pour dire est-ce qu'Internet est une chance ou un risque. On a accepté que c'est un élément structurel de nos sociétés et que le mieux qu'on pouvait faire, c'était d'essayer de maximiser les opportunités offertes par Internet et de réduire au maximum les risques. Le défi aujourd'hui, c'est d'accepter la même chose par rapport à l'immigration. D'accepter que l'immigration est aujourd'hui un fait structurel dans nos sociétés et de sortir de ce débat stérile qui nous fait continuer à enfermer les réfugiés ou les migrants dans une catégorie spécifique de la population. Je crois qu'aujourd'hui, le grand défi pour les sociétés européennes et pour leur gouvernement, c'est d'accepter l'étranger comme une partie de nous-mêmes, de nous rendre compte qu'en accueillant des migrants ou des réfugiés, nous accueillons en réalité une partie de nous-mêmes. Voilà. Et je vais m'arrêter ici pour qu'on ait le temps de discuter un peu. Merci beaucoup. Qui voudrait poser une question ou réagir simplement ou faire part de son expérience personnelle ou d'une réflexion? Avec les murs. Celle-là? C'est la différence. Certains en rouge, vous avez les murs, et en vert, vous avez les barrières. C'est simplement une question technique sur l'architecture du mur ou de la barrière. Et la France, c'est Calais. Oui. Moi j'ai une question sur le dernier slide. Les nombres, c'est quoi? C'est des millions. C'est des millions. Et c'est un intervalle de temps? C'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on discute des stocks. C'est-à-dire les personnes, c'est un mot horrible, hein, c'est-à-dire qu'on discute des personnes qui sont installées dans les pays à la date, enfin, la date de 2016. Et donc en 2016, par exemple, si vous voulez, je vais vous montrer pour lire. En 2016, par exemple, vous aviez X millions de personnes qui habitaient en Asie centrale et qui provenaient d'un autre pays d'Asie centrale. Ils sont nés dans un autre pays. C'est ça. Donc c'est pas sur une année particulière, c'est une sorte de photo en 2016. Combien de personnes dans telle région du monde sont nées, proviennent d'une autre région du monde? Oui. Je vois que la technologie évolue. Vous avez montré les faits, les nombres, que les pays d'Europe auraient besoin de travailleurs. On a des sociétés trop vieilles, les gens trop vieilles, qui ne travaillent plus, qui sont plus de 65 ans. Et donc, on aurait besoin de travailleurs, on aurait besoin d'immigration. Vous nous avez montré les faits. Mais l'argument qu'on entend souvent contre ces faits, c'est que quand on accepte les immigrants, ils ne peuvent pas accéder tout de suite au marché, on ne peut pas les embaucher tout de suite. Il y a de nombreuses difficultés, pas seulement culturelles, mais de l'éducation. Ils doivent apprendre la langue du pays, ils doivent apprendre un métier, peut-être ils savent déjà un métier, mais pas aux standards qui sont requis chez nous. Donc, le temps jusqu'à
jusqu'à ce qu'un immigrant peut être utile à la société et à ses langues. C'est ce qu'on dit. J'aimerais entendre votre réponse à cela. Alors, comme on l'a vu sur le graphique, je vais essayer de le montrer. C'est juste un exemple, mais bien sûr, l'économie des différents pays européens a besoin d'avoir recours à de la main-d'œuvre étrangère. Et les travailleurs étrangers occupent généralement des emplois dans des secteurs qui sont soit des secteurs qu'on va appeler de travail peu ou très peu qualifiés, c'est-à-dire les secteurs de la construction, de l'hôtellerie et de la restauration, des services à la personne, du gardiennage et de la sécurité. Ils vont occuper parfois aussi des emplois très qualifiés, pour lesquels on ne trouve pas suffisamment de gens suffisamment qualifiés dans le pays. Des emplois d'ingénieurs, des emplois de médecins, des emplois de prêtres, des emplois de footballeurs. Ce sont des métiers qui sont largement occupés par des travailleurs immigrés. Mais alors, comme vous le dites, il y a énormément de difficultés par rapport à l'accès des travailleurs étrangers au marché du travail. Il y a des difficultés culturelles sur l'apprentissage de la langue, il y a des difficultés techniques sur l'apprentissage d'un métier, l'équivalence des diplômes, l'adaptation aux conditions de travail dans une entreprise. Il y a aussi, il faut le dire, toute une série parfois d'obstacles juridiques et administratifs qui sont mis au travail des étrangers. Et il faut aussi mentionner le poids des discriminations. C'est notamment les discriminations qui expliquent que le taux de chômage des étrangers, dans la plupart des pays européens, reste très supérieur au taux de chômage des nationaux. Je crois que cette période ou ce temps pendant lesquels les immigrés sont en attente de pouvoir rentrer sur le marché du travail, je pense qu'il faut le voir comme une sorte d'investissement. En d'autres termes, de la même manière que les enfants, d'un point de vue économique, sont aussi un investissement. Un enfant, avant d'être utile à la société, entre guillemets, d'un point de vue économique, vous allez devoir lui payer des études, vous allez devoir le former, etc. Mais la société considère cela, bien entendu, qu'il est important d'investir dans la formation des travailleurs. C'est le principe des études. Je pense qu'il faut considérer la question de l'accès des immigrés au marché du travail aussi comme un investissement, qui doit être un investissement proactif. C'est d'ailleurs ce que fait l'Allemagne pour le moment avec les réfugiés syriens. Lorsque Angela Merkel discute de son plan, elle le voit comme un plan à très long terme pour l'Allemagne et aussi pour assurer le futur de l'Allemagne. Elle parle du rendez-vous de l'Allemagne avec la mondialisation. Et donc je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut également sortir d'une autre difficulté culturelle qui est qu'en période de chômage important, la plupart des gens s'imaginent que les immigrés vont prendre un emploi des nationaux. Ça, c'est un argument qui est très présent dans le débat public et qui est évidemment très présent parce que ça correspond à une logique assez simple. On se dit finalement, il n'y a pas suffisamment d'emplois pour tout le monde et donc si nous accueillons des gens en plus, ça va être des emplois en moins. On a toujours tendance à voir le stock d'emplois comme une sorte de gros gâteau dont il faudrait se partager les parts entre la population. Que forcément, plus on est nombreux à l'intérieur d'un pays, ben plus la part des gâteaux de chacun va être petite. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça, économiquement. Que les économies européennes sont toutes des économies tertiaires, c'est-à-dire des économies de services. La plupart des emplois qui vont être occupés, ça va être des emplois dans les services aux personnes. Il y a aujourd'hui plus beaucoup d'emplois qui sont dans l'économie primaire, c'est-à-dire dans l'agriculture, ou des économies secondaires, c'est-à-dire dans l'industrie. Si on fait un rapide sondage et que je vous demande les professions de vos parents, à mon avis, la plupart de vos parents travaillent dans l'économie tertiaire. Ils sont profs, ou ils sont médecins, vétérinaires, pharmaciens, ou ils tiennent un magasin. En d'autres termes, leur métier, c'est de fournir un service à d'autres personnes. Et évidemment, dans l'économie tertiaire, le stock d'emploi, il va dépendre essentiellement du dynamisme de la population. Et quand vous accueillez de nouvelles personnes,
ce sont des personnes qui vont avoir besoin d'un logement, et donc d'un agent immobilier, d'un notaire, d'un banquier. Ce sont des personnes qui vont avoir toute une série de besoins, qui vont faire des enfants, et qui donc vont avoir besoin de les mettre à l'école ou à la crèche, qui vont avoir besoin d'un pédiatre pour leurs enfants. Et donc, en réalité, le stock d'emploi dans une économie tertiaire, il va dépendre essentiellement du dynamisme de la population. Ce qui veut dire que le seul fait qu'il y ait une immigration dynamique va contribuer à faire augmenter le stock d'emploi dans la population. Par exemple, c'est sans doute pas une coïncidence qu'aujourd'hui les deux pays européens qui ont accueilli le plus de réfugiés soient aussi les deux pays européens qui ont une situation de quasi plein emploi, c'est-à-dire l'Allemagne et la Suède. Oui, parce qu'en Allemagne, par exemple, il a fallu engager d'un coup 20 000 profs d'allemand pour donner des cours d'allemand aux réfugiés pour qu'ils puissent s'insérer sur le marché du travail, précisément. Et donc on est dans une situation de cercle vertueux, mais le problème, c'est que c'est difficile d'expliquer cela aux gens et que les gens restent convaincus que les immigrés vont leur prendre leur boulot, parce que quelque part, ça correspond à un raisonnement un peu basique, ça correspond à une sorte de logique qui apparaît simple, mais qui malheureusement est trop simpliste dans une économie tertiaire. C'est le ministre Hasselbank qui en a parlé déjà. L'idée du resettlement et de la relocation, qui sont deux concepts assez proches, mais qui ne veulent pas dire la même chose. L'idée du resettlement, qu'on va donc appeler en français relocalisation, c'est l'idée qu'il y a dans le monde énormément de réfugiés qui sont coincés dans un pays du Sud. 86% des réfugiés dans le monde sont accueillis dans des pays en développement. Et sont souvent dans des camps de réfugiés, dans des conditions humanitaires très difficiles, et parfois sans solution en vue. C'est le cas de ceux qui sont dans des camps en Turquie, mais on pourrait parler de camps au Kenya, en Somalie, ou dans beaucoup d'autres pays, où les gens sont dans un camp, dans une situation d'attente, qui parfois se prolonge pendant plusieurs années. Et que le pays dans lequel est situé le camp n'est pas capable de les accueillir, ils ne peuvent pas non plus rentrer chez eux, et ça veut dire qu'en attendant, ils vivent dans des conditions misérables, les enfants ne sont pas scolarisés, etc. Et donc la solution de resettlement, c'est l'idée de déplacer ces gens vers un pays qui serait d'accord de les accueillir. Et donc c'est sur la base du volontariat où les pays disent « moi je veux bien accueillir 1000 ou 2000 ou 10 000 personnes ». Et donc on va proposer aux gens qui sont coincés dans ces camps, on va leur dire « est-ce que vous voulez aller en Suède ou au Canada ou aux États-Unis, ils sont d'accord de vous accueillir ». Et donc on va affréter des avions et on va déplacer des gens. Et c'est un programme qui est beaucoup encouragé par les Nations Unies, par le HCR en particulier, parce que c'est une solution à ces solutions de camps qui sont un peu entre deux eaux et où on n'a pas de solution en vue. Et donc le HCR essaye d'encourager les pays à se porter volontaires pour des programmes de resettlement. Le pays qui est champion d'Europe pour ces questions, c'est la Suède. Il y a beaucoup de réfugiés en Suède, mais évidemment, à cause de la position géographique de la Suède, il y a peu de réfugiés qui viennent spontanément en Suède. Il n'y a pas beaucoup de réfugiés qui traversent la mer Baltique ou l'Arctique pour arriver sur les côtes suédoises. Et donc la Suède les accueille via des programmes de resettlement où la Suède dit « je suis d'accord d'en accueillir 10 ou 15 000 cette année ». Et donc on a fait des... Ça c'est le principe des programmes de resettlement. À côté de ça, il y a le plan de relocation, qui est un plan européen que la Commission européenne avait proposé pour essayer de mieux se répartir l'accueil des réfugiés au plus fort de ce qu'on a appelé la crise des réfugiés. Parce que, comme les gens traversaient la Méditerranée, ils étaient obligés, en fonction des règlements européens de Dublin, de déposer leur demande d'asile dans le premier pays européen qu'ils traversaient. C'est-à-dire quasiment systématiquement la Grèce ou l'Italie.
c'est qu'il veut dire que ça faisait peser sur les épaules de la Grèce et d'Italie un poids considérable parce que c'était eux qui devaient organiser l'accueil de tous les réfugiés, qui devaient traiter leurs demandes administratives, prendre une décision sur leur statut de réfugié ou pas. Et donc la Grèce et l'Italie n'arrêtaient pas de taper du poing sur la table au Conseil européen en disant « ça suffit, nous demandons une solidarité européenne et il faut que les autres pays européens prennent aussi leur part de l'accueil des réfugiés ». Et c'est comme ça que la Commission européenne a proposé un plan de relocation, c'est-à-dire un plan de solidarité européenne. C'est assez dramatique qu'il ait fallu l'imposer quasiment de force au gouvernement européen, dont beaucoup n'en voulaient pas. Et l'idée, c'était qu'on se partage un nombre très limité de réfugiés, 160 000, entre les différents pays européens, et que ces réfugiés seraient venus essentiellement de la Grèce pour décharger la Grèce. Ce plan est un échec calamiteux aujourd'hui, puisqu'il a été décidé il y a quasiment 2 ans, en septembre 2015, et qu'aujourd'hui, on a atteint moins de 20% des objectifs. On est à 17% des objectifs atteints. Beaucoup de pays n'ont même pas accueilli 10% du nombre de réfugiés qu'ils avaient promis d'accueillir. Et donc, le plan de relocation européen, c'est en quelque sorte une sorte de mini-resettlement, mais au niveau européen, mais qui malheureusement n'a pas fonctionné, et qui quelque part symbolise l'échec de l'Union européenne de développer une politique commune en matière d'asile et d'immigration, parce que même lorsqu'il s'agit de ce mini-plan, qui est un plan de solidarité européenne, même ça, on n'y arrive pas. Oui. Le micro vient. Vous avez montré ce graphique sur l'évolution de la migration au cours des décennies. Oui. Bon, la migration humaine a toujours existé. Et, en 1960, il y avait autant de migration qu'en 2010. Non, il y en avait moins en valeur absolue, mais c'est parce qu'on était moins nombreux sur Terre. Mais quelles étaient les réactions? Bon, l'Union européenne n'existait pas sous sa forme actuelle, mais quelles étaient les réactions des populations indigènes en Europe face à cette migration massive vers l'Europe, la Turquie, les pays du Sud, etc. Et s'il y a une, je ne sais pas si vous avez des informations à ce sujet, mais s'il y a une différence entre les réactions déjà dites et celles d'aujourd'hui, quelles peuvent être les explications en étant période de croissance économique, etc. Globalement, les réactions à l'immigration en Europe dans les années 60 ou 70 étaient très négatives. C'est-à-dire qu'on avait aussi des vagues de racisme, de xénophobie. Et même, si on remonte avant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, un des plus grands flux d'immigration vers l'Union européenne, c'était au moment de la guerre d'Espagne, de la guerre civile espagnole. Et là, à la fin des années 30, la France, qui devait compter autour de 30 ou 35 millions d'habitants, a accueilli à elle seule à peu près 800 000 révolutionnaires espagnols. C'est comme ça que les parents de Manuel Valls, ancien communiste, sont arrivés en France. Eh bien, ça ne s'est pas très très bien passé. Les Espagnols ont été assez mal accueillis aussi, et donc, malheureusement, au travers de l'histoire, dès qu'il y a des migrations de façon assez importante, on constate les mêmes réactions de rejet, y compris quand c'est des migrations à l'intérieur d'un même pays. Je donne un autre exemple dans les années 30, une migration très célèbre aux États-Unis qui s'appelle la migration du Dust Bowl. Quand des milliers d'agriculteurs du centre des États-Unis, du Texas, de l'Oklahoma, de l'Arkansas, ont dû migrer vers la Californie à cause d'une grande sécheresse dans les années 30, ils n'étaient pas les bienvenus du tout en Californie. Ils étaient parqués dans des camps, ils devaient faire face à la violence des populations indigènes, et la Californie avait même passé une loi à l'époque qui interdisait aux pauvres de s'installer en Californie, qui était une façon, quelque part, de laisser les immigrés à la frontière, alors que ces immigrés venaient des États-Unis même pas étrangers. Et donc, quelque part, c'est un vieux problème. C'est la raison pour laquelle j'ai montré aussi ce buste de Marianne voilée avec cette interrogation de 1985. Nous avons toujours eu peur, quelque part, que l'immigration transforme nos sociétés. Nous ne parvenons pas à accepter le caractère structurel de l'immigration. Et donc, c'est pour ça qu'on se place toujours dans une logique de crise. On parle toujours de crise migratoire ou de crise des réfugiés,
comme si c'était quelque chose d'éphémère, comme si on allait pouvoir faire le gros dos, et comme si on allait juste attendre que le problème se passe. Et donc on voit toujours la question de l'immigration en termes de problèmes à résoudre, en termes de crises à gérer, mais ça fait plus de 100 ans que ça dure. Et donc malheureusement, la grande leçon que nous pouvons tirer de l'histoire en matière, c'est que nous n'apprenons absolument rien de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une politique européenne en matière de migration et d'asile? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire la part des choses? C'est parce que les deux politiques au niveau européen sont pour le moment assez séparées. C'est-à-dire que même dans la manière, dans l'architecture au niveau européen, ce ne sont pas les mêmes services à la Commission européenne qui s'en occupent. Et donc il y a à la fois une politique d'asile et une politique d'immigration. Les deux sont quasiment inexistants. L'ensemble de la politique d'asile et d'immigration au niveau européen se réduit à la fermeture des frontières, qui est un peu en quelque sorte l'alpha et l'oméga de ces deux politiques. Et donc, chacun s'accorde à dire qu'il faut développer à la fois une politique européenne en matière d'asile et une politique européenne en matière d'immigration. Que les deux sont évidemment liés et que parfois la distinction qu'on va faire entre réfugiés et migrants est une distinction très artificielle en réalité et qui parfois va emporter une sorte de jugement normatif où on va considérer que les réfugiés sont plus légitimes que les migrants et parfois on va insister sur la distinction entre les deux et on va de ce fait essayer de renforcer la protection des réfugiés mais au détriment de celle des migrants. Et donc on parle d'asile et d'immigration comme si c'était une seule politique. En réalité c'est deux politiques mais comme ni l'une ni l'autre n'existent et comme elles sont réduites à la question de la fermeture des frontières, c'est pour ça qu'on les met souvent ensemble. Alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait faire, à mon avis, en matière d'asile, c'est d'une part harmoniser les conditions d'asile, d'octroi de l'asile et d'accueil dans les différents pays européens et aller potentiellement vers une véritable agence européenne de l'asile. Et en matière d'immigration, ce qu'il faudrait faire, c'est rétablir des voies d'accès légales vers l'Union européenne qui permettent aux gens de venir par des moyens légaux, notamment sans devoir demander l'asile. Aujourd'hui, l'asile est quasiment la seule possibilité pour venir légalement dans l'Union européenne. C'est ce qui fait que dans la plupart des pays européens, parmi les demandeurs d'asile, vous avez à la fois des réfugiés et des migrants, et c'est ça qui explique aujourd'hui que le taux d'octroi de l'asile soit si faible dans la plupart des pays européens, parce que le système d'asile ne parvient plus du tout aujourd'hui à répondre aux défis de la migration. Vous n'avez pas convaincu? Vous faites une gymnase? Oui, vous dites que c'est pas bien parce que les uns peuvent être plus légitimés que les autres et tout, mais tout ça explique aussi pourquoi on ne donne pas de visa aux Syriens qui sont quand même protégés par la Convention de Genève, qu'il faudrait à mon avis transporter en avion avec un visa procuré par les Nations Unies parce qu'ils sont protégés et les autres non. On ne peut pas protéger ceux qui sont protégés pour pas risquer qu'ils sont mieux protégés que les autres. Je comprends tout à fait. Ouais. Mais le problème, c'est que ce visa dont vous parlez, ce visa des Nations Unies, en réalité, c'est un type de visa qui existe déjà dans la plupart des pays européens, qui s'appelle le visa humanitaire, mais que les pays européens refusent de mobiliser à grande échelle, notamment pour les Syriens, je pense pour ne pas donner l'impression à leur population qu'ils organisent l'arrivée des réfugiés syriens, on peut imaginer d'autres types de réfugiés, de gens qui ont besoin de protection et qui sont protégés par la Convention de Genève. Et donc plutôt que d'organiser leur arrivée et leur accueil en mobilisant des visas humanitaires pour discuter du type de visa, les pays européens préfèrent les laisser arriver par eux-mêmes, par la mer, en prenant tous les risques, je pense, pour ne pas donner l'impression, parce qu'ils pensent que leurs opinions publiques n'accepteraient pas l'idée qu'ils organisent proactivement l'arrivée des réfugiés. Le Canada le fait, par exemple. Le Canada, même si on peut critiquer certains aspects du système, utilise massivement les visas humanitaires et le Canada a accueilli, je
je pense l'an dernier, autour de 50 ou 60 000 réfugiés syriens qui sont évidemment venus par avion sur des lignes régulières avec Air Canada vers le Canada. Les gouvernements européens refusent de mobiliser cet instrument et ces visas humanitaires, je pense largement par peur de donner l'impression d'organiser l'immigration. Et c'est un problème assez général, c'est que les politiques en matière d'asile et d'immigration ne sont jamais des politiques proactives. Ce sont toujours des politiques réactives qui vont essayer de réagir dans l'urgence à une crise parce qu'on ne veut pas essayer d'organiser les choses. On est toujours dans une sorte d'optique de résistance par rapport aux migrations, comme s'il allait être possible de résister aux migrations plutôt que d'essayer de les organiser. Je le vois en tout cas comme une faillite de courage politique. Comment font les services compétents des pays européens pour autoriser ou alors refuser une autorisation de séjour aux réfugiés? Alors, en matière d'asile, comment est-ce que ça se passe concrètement? Si vous êtes persécuté dans votre pays, ou si vous craignez d'être persécuté, et que vous arrivez en Europe, vous allez devoir déposer, donc dans le premier pays européen que vous traversez, une demande d'asile. Cette demande d'asile va être examinée, selon des délais plus ou moins longs selon les pays, par une agence nationale de l'asile. Et donc vous allez être convoqué pour un entretien avec un fonctionnaire qui s'appelle un officier de protection. Et au cours de cet entretien, vous allez devoir prouver à ce fonctionnaire que vous êtes bel et bien persécuté dans votre pays d'origine. Ou que vous craignez une persécution telle que définie par la Convention de Genève, c'est-à-dire une persécution en raison de votre nationalité, en raison de votre religion, en raison de vos opinions politiques, en fonction de votre ethnie, race comme l'est la Convention, ou en fonction de votre appartenance à un groupe particulier, ce qui est un critère un peu plus large. Et donc vous allez devoir prouver que vous êtes persécuté pour ces raisons au cours d'un entretien. À l'issue de cet entretien, l'officier de protection, qui a un énorme pouvoir sur votre vie, va décider si oui ou non vous avez droit à l'asile. Si votre demande est acceptée, si votre demande est acceptée, vous allez obtenir un statut de réfugié qui va vous conférer à peu près les mêmes droits et devoirs que les citoyens du pays dans lequel vous êtes. Et si ce statut vous est refusé, vous allez généralement avoir une possibilité d'appel devant un tribunal, et si votre procédure d'appel n'aboutit pas, à ce moment-là, vous allez être prié de rentrer chez vous. Soit vous allez rentrer chez vous volontairement, soit, si vous ne rentrez pas chez vous volontairement, vous courez le risque d'une déportation, c'est-à-dire d'une expulsion de force, soit vous allez entrer dans l'illégalité, vous allez devenir ce qu'on appelle un sans-papier. Voilà donc la manière dont ça se passe. C'est une grande injustice, c'est que selon le pays européen dans lequel vous allez déposer la demande d'asile, vous allez avoir plus ou moins de chances d'obtenir l'asile en fonction de votre situation. Notamment l'appartenance à un groupe particulier va être interprétée de façon assez différente selon les pays européens. Par exemple, certains pays vont considérer que le fait d'être persécuté en raison de son homosexualité, par exemple, qui est un cas qui n'avait pas prévu la Convention de Genève, certains pays vont considérer que l'homosexualité peut être considérée comme une appartenance à un groupe particulier de la population. D'autres pas. Et donc il y a une grande injustice, je dirais presque une sorte de loterie, en fonction non seulement du pays dans lequel vous avez déposé votre demande, mais de l'officier de protection que vous allez avoir. Est-ce que vous allez parvenir à convaincre ces personnes au cours des 2 ou 3 heures d'entretien? Et certains demandeurs d'asile vont avoir plus de force de conviction que d'autres. Parfois, certains ne vont pas obtenir le statut de réfugié, alors qu'ils ont le droit à une protection, juste parce qu'ils vont être mauvais à l'entretien, qu'ils vont être confus, qu'ils ne vont pas parvenir à se souvenir précisément, parce que parfois il y a un choc psychologique très important aussi qui est lié à la fuite, et les gens vont avoir du mal à raconter précisément leur histoire. Et donc c'est quelque chose qui reste très très problématique aujourd'hui.
C'est comme ça que ça se passe dans les pays industrialisés, où la demande d'asile est gérée directement par le gouvernement. Dans les pays en développement, et il faut rappeler que la plupart des réfugiés sont hébergés dans les pays en développement, ce sont les Nations Unies, le HCR, qui va directement déterminer qui a droit à la protection et qui n'a pas droit à la protection. Et donc les pays vont déléguer cette compétence au HCR. Et les réfugiés dans les pays en développement vont généralement être dans des camps ou dans des bidonvilles en lisière des pays. Ce n'est que dans les pays industrialisés où les réfugiés vont quelque part être intégrés dans le tissu social et dans la population. Avec plus ou moins de succès selon les pays. Mais donc c'est un système, il faut se rendre compte de la loterie quand même, que représente ce système, alors que de cet entretien de 2 heures va dépendre la suite de la vie d'une personne. Est-ce qu'on peut s'imaginer des gens qui trichent, pour ainsi dire, c'est-à-dire qui veulent venir en Europe pour des raisons purement économiques et qui se font passer pour être poursuivis dans leur pays? Bien entendu. Bien entendu. Et le problème, c'est que, mettez-vous à leur place, sachant qu'il n'y a plus de possibilité pour migrer économiquement en Europe, que ce sont des voies d'accès qu'on a refusées, les immigrés savent bien que la seule manière de pouvoir obtenir un titre de séjour, souvent, ça va être de se faire passer pour un réfugié, de demander l'asile et de chercher à l'obtenir. Donc oui, c'est ça qui fait que le système aujourd'hui est devenu très pratique, que le procédure d'asile qui est censé être un instrument humanitaire de protection est devenu dans beaucoup de pays un instrument de contrôle des migrations. Vous allez avoir des quotas où on va dire, oh là là, cette année on va prendre X milliers d'Irakiens, mais pas plus, ou ce genre de choses. Et donc, vous allez avoir effectivement parmi les demandeurs d'asile des réfugiés qui ont besoin de protection, et d'autres qui vont simplement chercher à venir pour des raisons économiques. Et c'est ça qui fait que parfois, certains obtiennent l'asile alors qu'ils n'y ont pas droit, mais ils ont juste réussi à raconter une histoire convaincante, et d'autres par contre qui devraient pouvoir être protégés, n'arrivent pas à obtenir l'asile parce qu'ils n'ont pas été suffisamment convaincants lors de l'entretien. Et donc c'est un système qui marche sur la tête aujourd'hui. Et la difficulté aussi, peut-être en complément, c'est que, contrairement aux flux migratoires qu'on avait dans les années 60 ou 70, où les gens migraient souvent d'un pays vers un autre pour une raison précise, on a aujourd'hui des migrations qui sont de plus en plus différenciées, où les motifs de migration vont s'ajouter les uns aux autres, vont s'influencer les uns les autres, et où les gens vont passer par plusieurs pays. Ce qui veut dire que les motifs économiques, politiques et de plus en plus environnementaux vont se mêler les uns aux autres et s'influencer les uns aux autres dans les facteurs qui vont pousser les gens à migrer. Et donc, la distinction entre réfugiés et migrants, aussi dans la réalité des parcours migratoires, est parfois de plus en plus difficile à faire parce que selon les étapes, selon les moments, ça va toujours être les mêmes motifs qui vont pousser les gens à aller plus loin. Bien sûr, il y a aujourd'hui la peur du terrorisme qui est très liée à la question de l'islam et de l'immigration dans les opinions publiques et dans la manière dont on va parler du terrorisme. Et il est certain que la construction des murs, raison pour laquelle vous voyez qu'il y a, sur ce graphique la chute du mur de Berlin, mais aussi les attentats du 11 septembre, ça va être quelque part un moyen de rassurer la population en lui donnant l'impression que si on construit un mur, les méchants ne vont pas venir. Ce qui est oublié, d'une part, que la plupart des attentats terroristes qui ont été commis en Europe au cours des dernières années ont été commis
par des gens qui étaient nés et qui avaient grandi en Europe, et d'autre part, que celui qui veut commettre un attentat terroriste, je pense que ce n'est pas un mur ou une barrière qui va l'arrêter. Et que malheureusement, Daesh, puisque c'est quand même aujourd'hui la principale organisation terroriste, malheureusement, Daesh a suffisamment de recrues et de main-d'œuvre à l'intérieur des différents pays européens sans devoir les faire venir de l'extérieur. Et c'est vrai qu'il y a toute une série de murs de contrôle qui sont très symboliques pour rassurer les gens. L'exemple le plus fameux, c'est celui des portiques de sécurité dans le Thalys, que la France a installé gare du Nord à Paris, mais que ni la Belgique, ni l'Allemagne, ni les Pays-Bas n'ont installé. Et donc, quelque part, les portiques de sécurité, vous voulez passer juste dans un sens, mais pas dans l'autre sens. Donc, par nature, ça ne sert à rien, mais on maintient les portiques de sécurité parce que ça donne l'illusion qu'on fait quelque chose et qu'on protège les gens. C'est une sorte de signal visible de protection qui crée l'illusion qu'on est protégé. Et parfois, c'est important pour les gens, hein. Une question à nouveau sur l'évolution de la migration au cours des décennies. Est-ce que vous avez des informations sur les raisons, les motifs des migrations? Parce que dans les années 60, par exemple, il y avait autant de motifs de recherche de protection internationale aujourd'hui. Est-ce que c'est plus des raisons économiques? Bien sûr, c'est quelque chose qui est extrêmement étudié. Hein. Les motifs de migration, je dirais que c'est la même principale question qu'animent les chercheurs, c'est pourquoi est-ce que les gens migrent dans telle ou telle situation. Et donc, selon les époques, selon les contextes, il y a parfois une prédominance des raisons économiques ou des raisons politiques, mais je dirais qu'en général, ce qui crée la migration, ce sont les inégalités, ou la perception d'inégalités, que ce soit des inégalités économiques, mais aussi des inégalités de protection, des inégalités de liberté, de plus en plus des inégalités environnementales. C'est ces inégalités qui vont créer la migration. Et les migrations sont le reflet, quelque part, de ces inégalités. Parfois avec des questions très pressantes, très urgentes, par exemple des inégalités de protection, des inégalités de sécurité, mais aussi des inégalités économiques. Et c'est ça qui explique que souvent les gens s'imaginent que si les pays d'origine se développent, la migration va cesser. Pas du tout. Tant qu'il subsistera une inégalité, ou même la perception d'une inégalité, c'est-à-dire tant que les gens auront l'impression qu'ils peuvent avoir une vie meilleure ailleurs, ils continueront à vouloir migrer. Et c'est ça qui est très important dans la manière dont on va aborder la question des causes des migrations, de les aborder comme une question d'inégalité avant tout. Et des recherches, par exemple, qui sont de plus en plus données, sont sur les perceptions des inégalités. Par exemple, moi qui travaille particulièrement sur les migrations liées aux dégradations de l'environnement, on constate que beaucoup de gens, notamment en Afrique, vont quitter leur terre ou leur village en fonction de ce qu'ils perçoivent des changements environnementaux, mais qui ne correspondent pas toujours au véritable changement environnemental observé. Pour donner un exemple, on a plein de gens qui vont dire « je quitte parce qu'il pleut de moins en moins ». Et quand vous regardez les relevés de pluviométrie, la réalité, c'est parfois qu'il pleut de plus en plus. Mais ce qui compte, c'est que les gens ont l'impression qu'il pleut de moins en moins. De la même manière que, si on regarde les migrations vers l'Europe, beaucoup de migrants vont migrer parce qu'ils ont l'impression qu'ils pourront avoir une vie meilleure s'ils viennent en Europe que s'ils restent chez eux. Et quelque part, ces facteurs psychologiques sont toujours un peu sous-évalués lorsqu'on essaie de faire des politiques migratoires ou de réfléchir sur les causes de ces migrations. Voilà, je crois qu'il est temps, malheureusement, de s'arrêter ici. Merci beaucoup à vous tous d'avoir pris le temps.